Une mère de famille est allée faire des courses, mais n'est jamais revenue. 14 ans plus tard, sa famille découvre la raison de ce drame. Les rayons du soleil du soir filtrent à travers les rideaux à moitié tirés du salon de la famille Dubois, projetant de longues ombres sur le parquet. Daniel Dubois, aujourd'hui âgé de 50 ans, ajuste sa position dans son fauteuil roulant, grimaçant légèrement en déplaçant son poids. 14 ans se sont écoulés depuis l'accident. Une attaque soudaine qui l'avait fait dégringoler les escaliers, le laissant avec une hanche cassée et confiné dans un fauteuil roulant. Bien que le temps ait passé, les limitations physiques restaient un rappel constant de la façon dont sa vie avait radicalement changé. Papa, tu veux une couverture? Élodie appelle de la cuisine et en sort déjà une du placard avant qu'il n'ait pu répondre. À 19 ans, elle est la seule de ses enfants à vivre encore à la maison, assumant la responsabilité de ses soins quotidiens avec une maturité qui dépasse son âge. Je vais bien, ma chère, répondit Daniel, sa voix portant une lassitude perpétuelle qui faisait partie de sa personnalité. À quelle heure Étienne a-t-il dit qu'il serait là? Marc, le deuxième fils aîné de Daniel, âgé de 25 ans, vérifie son téléphone. Il a dit vers 18 heures, il devrait être là d'une minute à l'autre. Marc avait la carrure de son père, des épaules larges et la même fente au menton, mais son tempérament était plus mesuré, plus pratique. Il travaillait comme comptable dans un cabinet du centre de Lyon, ayant financé ses études par des bourses et des emplois à temps partiel après la disparition de leur mère. Aldric, pourriez-vous baisser le volume, s'il vous plaît? Léa appelle depuis la salle à manger où elle est en train de mettre la table. À 23 ans, elle est devenue une jeune femme responsable qui gère une librairie locale. Ses cheveux bruns, longs comme les épaules, étaient ramenés en arrière dans un chignon pratique, et elle se déplaçait efficacement entre la cuisine et la salle à manger. Aldric, 15 ans, vautré sur le canapé, la télécommande à la main, arrête à contre-cœur la retransmission des matchs de football qu'il a regardés. Je cherche juste un bon film pour ce soir, se défend-il en faisant défiler les options de streaming. Et ce nouveau film de science-fiction, celui avec les extraterrestres qui ressemblent à des humains? Pas d'extraterrestres, dit Daniel avec un petit sourire. Tu sais qu'Élodie ne les aime pas. Élodie surgit de la cuisine avec une pile d'assiettes. Je n'ai rien contre les extraterrestres. C'est juste que je n'aime pas qu'ils explosent de la poitrine des gens pendant qu'on mange le dessert. Le badinage familier emplit la maison de chaleur, témoignant de la façon dont ils ont réussi à aller de l'avant en tant que famille, malgré tout. Chaque week-end, ils se réunissaient ainsi, les 5 enfants se retrouvant pour un dîner, une conversation et un film. C'était leur rituel, leur façon d'entretenir les liens qui les avaient maintenus forts pendant les années d'absence. La table est prête, annonce Léa en se reculant pour admirer son travail. 5 couverts et un 6e en bout de table pour Étienne. Chaque assiette est parfaitement alignée, les verres remplis d'eau gazeuse, les serviettes pliées à côté des fourchettes et des couteaux, tout est à sa place, comme le lui a appris sa mère. Ça sent bon, dit Marc en se dirigeant vers la salle à manger. Gratin dauphinois, répond fièrement Élodie. Et j'ai fait des baguettes au beurre d'ail. Aldric abandonna sa recherche de films et les rejoignit à table, sa carrure d'adolescent dégingandé se pliant dans sa chaise habituelle. On peut commencer? Je meurs de faim. Daniel s'installa à sa place à la table en secouant la tête. Nous attendons Étienne. On attend toujours que tout le monde soit là. Mais le repas refroidi, B se plaint Aldric en regardant le plat fumant au centre de la table. Je vais l'appeler, propose Marc, qui compose déjà le numéro de son frère. Au bout d'un moment, il fronça les sourcils. Pas de réponse. Boîte vocale. Il reste assis en silence. Les minutes s'égrènent. Le gratin cessa de cuire à la vapeur. La glace de leur verre d'eau commença à fondre. Daniel consulta sa montre à plusieurs reprises, des rides d'inquiétude se creusant sur son front. Au moment où Léa allait suggérer de commencer sans Étienne, ils entendirent le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée, suivi du claquement d'une portière. La porte d'entrée s'ouvre et Étienne se précipite à l'intérieur, son visage de trentenaire rougi par l'excitation et l'inquiétude. Sa tenue habituellement soignée et décousue, la cravate desserrée, le bouton du haut défait, les cheveux noirs tombant sur son front.
Il jette un coup d'œil dans la salle à manger, observant sa famille assise autour de la table, qui l'attend. Désolé d'être en retard, dit-il à bout de souffle, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence, une tension qui mit immédiatement tout le monde en alerte. Ce n'est pas grave, nous étions sur le point de le faire, commença Daniel, mais Étienne le coupa. J'ai trouvé quelque chose, dit-il en tirant sa chaise, mais en restant debout. À propos de maman, l'atmosphère de la pièce changea instantanément. La température semble baisser de plusieurs degrés. Fait, les épaules se tendent, les visages se durcissent. J'ai reçu un appel de l'inspecteur Vasseur aujourd'hui, poursuivit Étienne en tripotant son téléphone. Ils ont trouvé quelque chose. Il faut que je vous montre. Assieds-toi, Étienne, dit Daniel avec fermeté. Nous t'attendions. Le repas refroidi. Papa, tu ne comprends pas. C'est important. Étienne reste debout, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Donne-moi juste une minute. Ton père a raison, intervint Marc d'une voix calme mais autoritaire. Mangeons d'abord. Quoi qu'il en soit, cela peut attendre la fin du repas. Étienne regarda autour de la table, cherchant désespérément un allié, mais il n'en trouva aucun. Léa étudiait son assiette. Élodie se mordait nerveusement la lèvre. Aldric le fixait avec un mélange d'agacement et de gêne. « Nous en avons parlé, dit Léa à voix basse. Nous nous sommes mis d'accord pour ne plus parler de maman. Pas pendant les moments en famille. » Mais c'est différent, insiste Étienne. La police en a trouvé assez. La voix de Marc s'élève brusquement. Nous savons ce qui s'est passé. Elle nous a quittés. Elle n'en pouvait plus. L'accident de papa, les frais médicaux, 5 enfants à élever seuls. Elle a rencontré quelqu'un d'autre et est partie. Ce n'est pas vrai, rétorque Étienne. Maman n'aurait jamais fait ça. Mais elle l'a fait, n'est-ce pas? Léa se joint à la conversation et son calme se fissurant. Papa est en fauteuil roulant. Nous croulons sous les dettes à cause de ses factures médicales et soudain, elle disparaît sans laisser de traces. Comment tu appelles ça? 14 ans, Étienne, ajoute Marc, dont la voix s'adoucit légèrement. 14 ans sans un mot, pas d'appel, pas de lettre, rien. Qu'est-ce qu'il te faut de plus comme preuve? L'échange s'intensifie, les voix se chevauchent, des années de douleur et de rancœur remontent à la surface. Aldric se tassa sur son siège tandis qu'Élodie regardait, impuissante, ses frères et sœurs se disputer. « Assez !» La voix de Daniel tonna dans la pièce, immédiatement suivie d'une toux sifflante qu'il fit se plier en deux dans son fauteuil roulant. La bagarre s'arrêta instantanément. Élodie se lève d'un bond pour tapoter le dos de son père et lui offre de l'eau lorsque la toux se calme. « Je suis désolée. Papa, murmure-t-elle avant de s'adresser à ses frères et sœurs. S'il vous plaît, ne faisons pas ça. Papa a attendu ce soir toute la semaine. Nous lui manquons. Ne pouvons-nous pas nous contenter d'un dîner paisible? » Un silence pesant s'installa à la table, rompu seulement par la respiration saccadée de Daniel qui se remettait de sa quinte de tout. « Très bien, dit finalement Étienne en se glissant dans sa chaise. Sa mâchoire était crispée par la frustration. Mais il faut que vous sachiez tous qu'il ne s'agit pas d'une autre piste sans issue. La police a retrouvé la voiture de maman. Elle était immergée dans une rivière. Malgré leur détermination à l'écarter, cette révélation fit se dresser toutes les têtes. « Quoi ?» La voix de Daniel est à peine audible. L'inspecteur Vasseur m'a appelé cet après-midi, poursuivit Étienne, sentant son ouverture. Ils ont trouvé sa voiture dans une rivière. C'est pour ça que j'étais en retard. J'étais au téléphone avec lui pour avoir des détails. Daniel se tourna vers Élodie. « Prends mon téléphone sur la table d'appoint, s'il te plaît. » Elle s'empressa de le récupérer et regarda son père faire défiler ses notifications avec des doigts tremblants, le visage pâle. « 4 appels manqués de l'inspecteur Vasseur, confirma-t-il en levant les yeux vers Étienne. « Ils ont trouvé? Ont-ils retrouvé son corps ?» Étienne secoua la tête. « Je n'en sais rien. L'inspecteur a dit qu'ils étaient encore en train d'analyser les lieux. Il a dit qu'il serait utile que nous venions sur place. » La famille échangea un regard, le dîner oublié au fur et à mesure que la réalité de ce nouveau développement s'imposait. « Nous devrions d'abord manger quelque chose, suggère Élodie, rompant ainsi le silence. Son sens pratique reprend le dessus et elle regarde son père avec inquiétude. « Papa a besoin de prendre ses médicaments en mangeant et cela ne prendra que quelques minutes. » Marc acquiesce. Mangeons vite et allons-y.
Ils mangèrent dans un silence tendu, le gratin autrefois appétissant devenant insipide dans leur bouche, les fourchettes raclant les assiettes tandis qu'ils se dépêchaient de manger, l'esprit agité de questions qu'aucun d'entre eux n'osait formuler à voix haute. Lorsqu'ils eurent suffisamment mangé pour justifier leur départ, Marc et Aldric commencèrent à débarrasser la table, tandis que Léa et Élodie aidaient Daniel à se préparer à cette sortie inattendue. Élodie rassembla ses médicaments et une couverture, tandis que Léa récupérait son portefeuille et son téléphone. « Tu es sûr de vouloir y aller, papa ?» demande doucement Élodie en l'aidant à ajuster son gilet. « Nous pourrions rester ici pendant que les autres vont voir ce qui se passe ?» Daniel secoue fermement la tête. « Il faut que je sois là. » Dehors, la soirée s'était assombrie. Une fraîcheur s'était installée dans l'air, qui n'était pas présente lorsqu'ils s'étaient réunis pour le dîner. Le vieux monospace familial, modifié pour accueillir le fauteuil roulant de Daniel, attendait dans l'allée de leur modeste maison, une maison de plain-pied située dans la banlieue de Lyon, entourée de marronniers matures, qui avaient été témoins des joies et des peines de la famille pendant des décennies. Étienne et Marc aident soigneusement leur père à quitter son fauteuil roulant et à s'installer sur le siège passager, pliant le fauteuil et le rangeant à l'arrière. Léa, Élodie et Aldric s'installent dans la rangée du milieu, tandis qu'Étienne prend la place du conducteur. « Je conduis, » dit-il en ajustant les rétroviseurs. « Je sais exactement où nous allons. » En sortant de l'allée, Étienne ne peut s'empêcher de remarquer l'aspect extérieur de la maison. La lumière du porche était allumée, la lueur chaude des fenêtres se répandait sur la pelouse. Elle ressemblait à n'importe quelle autre maison familiale, par une soirée tranquille. Aucun passant ne devinerait l'agitation qui règne entre ces murs, ni l'absence béante qui a façonné leur vie pendant 14 ans. La voiture roule dans les rues familières de leur petite ville, passe devant le lycée que les 5 enfants ont fréquenté, devant le supermarché où leur mère est censée s'être rendue le jour de sa disparition. Étienne tient fermement le volant, essayant de maintenir la vitesse maximale malgré l'adrénaline qui coule dans ses veines. « Qu'est-ce que l'inspecteur Vasseur t'a dit exactement ?» demande Daniel, brisant le silence qui s'est installé dans la voiture. Étienne garde les yeux sur la route. Pas grand-chose, juste qu'ils ont trouvé la voiture de maman dans une rivière, alors qu'ils enquêtaient sur autre chose. Il n'a pas donné de détails au téléphone. Après tout ce temps, murmure Léa depuis la banquette arrière. Pourquoi maintenant ? Personne n'a de réponse à lui donner. Le téléphone d'Étienne bourdonne d'un message entrant. C'est l'inspecteur, dit-il en jetant un bref coup d'œil. Il envoie la localisation exacte. C'est au lac du Moulin. C'est à près de 30 minutes d'ici, remarqua Marc. Qu'est-ce que la voiture de maman pouvait bien faire là-bas ? L'insinuation tacite restait en suspens. Le lac du Moulin était éloigné, isolé, le genre d'endroit où quelqu'un peut aller s'il ne veut pas être trouvé. Le reste du trajet se déroule dans un silence pesant, chaque membre de la famille étant plongé dans ses propres pensées. À mesure qu'ils laissaient la ville derrière eux, les lampadaires se faisaient plus rares et la route se rétrécissait. Étienne alluma les feux de route lorsqu'ils s'engagèrent sur une route d'accès non goudronnée qui serpentait à travers des bois denses en direction du lac. Le monospace rebondissait et se bousculait sur le terrain accidenté, obligeant Étienne à ralentir pour se frayer un chemin dans les ornières. Au bout de quelques minutes, les arbres s'écartèrent pour révéler la surface scintillante du lac du Moulin, dont les eaux sombres reflétaient les gyrophares des véhicules de police garés le long de la rive. Étienne se gara le plus près possible de la scène et se tourna vers son père. « Tu es prêt ?» Daniel acquiesce, le visage déterminé. Marc et Léa l'aident à descendre de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant, tandis qu'Élodie lui pose une main de soutien sur l'épaule. Lorsqu'ils ouvrent les portes de la voiture, l'odeur les frappe immédiatement. De l'eau stagnante, de la boue et quelque chose d'autre, quelque chose de désagréable qui évoquait des choses longtemps immergées et récemment dérangées. Aldric fronça le nez, se tenant légèrement à l'écart tandis que ses frères et sœurs plus âgés poussaient le fauteuil roulant de leur père vers le périmètre de la police. La terre humide rendait la poussée du fauteuil difficile.
Et Marc et Léa devaient travailler ensemble pour aider Daniel à traverser le sol inégal, les roues s'enfonçant parfois dans des plaques de boue molle. Élodie reste aux côtés de son père, son bras lié au sien, tandis qu'il s'approche des forces de l'ordre rassemblées. Étienne précède sa famille, scrutant la foule des forces de l'ordre à la recherche d'un visage familier. Il aperçut l'inspecteur Vasseur, qui se tenait près du bord de l'eau, en pleine conversation avec un officier en uniforme. L'inspecteur est un homme trapu d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, et à l'expression perpétuellement fatiguée de quelqu'un qui en a trop vu au cours de sa carrière. « Inspecteur Vasseur », dit Étienne en s'approchant à grands pas. L'inspecteur se retourna, la reconnaissance s'affichant sur ses traits usés par le temps. « Étienne, tu as réussi. » Son regard passa d'Étienne au reste de la famille qui se dirigeait vers le rivage boueux. « Je vois que vous avez amené tout le monde. Nous devions être ici, » répondit simplement Étienne. « Qu'avez-vous trouvé ?» L'inspecteur Vasseur fait un geste vers le lac où se trouve une dépanneuse dont le puissant treuil a déjà fait son travail. Sur la rive, ruisselante d'eau, couverte de vases et de plantes aquatiques, se trouvait une voiture, ou ce qu'il en restait. Malgré les années passées sous l'eau, on ne pouvait pas confondre la berline bleue délavée qui avait appartenu à Catherine Dubois. Nous l'avons trouvée en début d'après-midi, explique l'inspecteur Vasseur, rejoint par le reste de la famille. Nous ne le cherchions pas, pour être honnête. Un hélicoptère fouillait la zone dans le cadre d'une enquête en cours sur le trafic de drogue. Le pilote a repéré quelque chose qui se reflétait dans le lac depuis le ciel. Daniel fixe le véhicule gorgé d'eau, le visage indéchiffrable. « Vous avez trouvé ?» Il n'arrive pas à terminer sa question. « Pas de corps ?» répondit l'inspecteur Vasseur, comprenant la question non posée. C'est ce qui est étrange. La voiture était vide quand on l'a remontée. « Vide », répète Marc, surpris. « Vous êtes sûr ?»« Complètement vide », confirme l'inspecteur. « Mais nous avons trouvé des objets intéressants à l'intérieur. »« Quel genre d'objets ?» demande Étienne avec impatience. L'inspecteur Vasseur sort de sa poche un sachet scellé contenant une photographie abîmée par l'eau. Elle se trouvait dans la boîte à gants, scellée dans un sac en plastique, ce qui l'a un peu préservée. C'est une photo de votre mère. Daniel tendit des mains tremblantes pour prendre le sac, fixant l'image délavée de Catherine, souriant avec insouciance dans un moment capturé avant sa disparition. « Il y a autre chose, » poursuit l'inspecteur d'une voix plus prudente. « Nous avons trouvé des objets appartenant à un homme, une paire de lunettes de soleil pour homme, un béret, un ticket de caisse avec le nom d'un homme. »« Je le savais, » dit soudain Léa, la voix amère. « Elle s'est bel et bien enfuie avec quelqu'un. »« Ce n'est pas juste, » proteste aussitôt Étienne. « Nous ne le savons pas. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ?» s'interrogea Marc. « La voiture de maman au fond d'un lac, des affaires d'homme à l'intérieur, aucun signe de maman elle-même. Il est clair qu'elle a mis en scène sa propre disparition. Notre enquête suggère que la voiture a été délibérément coulée, » a ajouté l'inspecteur Vasseur. « Il n'y a pas de dommages correspondant à un accident. Les vitres étaient baissées, ce qui a permis à la voiture de se remplir d'eau et de couler. Il n'y a aucune preuve de violence ou d'acte criminel. » Elle savait que ce qu'elle faisait était illégal, a déclaré Léa, croisant les bras sur sa poitrine, abandonnant ses enfants mineurs. Elle ne pouvait pas s'en aller sans conséquence, alors elle a fait croire qu'il lui était arrivé quelque chose. « C'est absurde, » rétorque Étienne. « Maman ne nous aurait jamais abandonnés. Il y a forcément une autre explication. » Aldric, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prend la parole. Pourquoi nous aurait-elle quittés au moment où papa avait le plus besoin d'elle, quand nous avions tous besoin d'elle? Parfois, les gens se brisent, dit Marc à voix basse. La pression devient trop forte. Les frais médicaux de papa, 5 enfants à élever, aucune aide. Elle a trouvé un moyen de s'en sortir, et elle l'a pris. Étienne se tourna désespérément vers l'inspecteur Vasseur. « Vous n'y croyez pas vraiment, n'est-ce pas? Après toutes ces années, il doit y avoir plus que ça dans l'histoire. » L'inspecteur soupire lourdement. « Je fais ce travail depuis 27 ans, Étienne. J'ai déjà vu ça. Les gens disparaissent parce qu'ils le veulent, et ils se donnent beaucoup de mal pour brouiller les pistes. » « Mais pourquoi trouver la voiture maintenant ?» demande Daniel, la voix posée malgré l'émotion dans les yeux. «
Comme je l'ai dit, nous ne la cherchions pas, explique l'inspecteur Vasseur. Nous étions en train d'effectuer une surveillance aérienne d'un trafic de drogue dans cette zone. L'hélicoptère a repéré la voiture d'en haut. On peut parfois voir des objets sous l'eau sous cet angle, surtout quand le soleil frappe juste. C'est une pure coïncidence. Il sort un autre sac de preuves contenant un petit objet endommagé par l'eau. C'est ce qui a permis d'identifier la voiture comme étant celle de votre mère. Son permis de conduire se trouvait dans la console centrale, ainsi que cette photo de famille. Daniel a pris le deuxième sac de preuves, fixant le portrait de famille endommagé par l'eau, mais toujours reconnaissable. Lui, Catherine et les 5 enfants, pris quelques mois avant la disparition de sa mère et son accident. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demande Marc, son esprit pratique s'affirmant. L'inspecteur Vasseur se frotte la nuque. Nous allons procéder à une analyse complète de la voiture, voir si nous pouvons trouver d'autres éléments de preuve. Mais je dois être honnête avec vous, c'est une affaire qui date de 14 ans. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour mener une enquête approfondie, à moins que nous ne trouvions quelque chose qui indique clairement qu'il s'agit d'un acte criminel. Alors c'est tout, exige Étienne. Vous allez supposer qu'elle s'est enfuie et oublié l'affaire. Je n'ai pas dit ça, répondit patiemment l'inspecteur. Mais les indices pointent dans une direction précise. Pas de signe de lutte, pas de corps, l'enfoncement délibéré du véhicule, des objets d'hommes dans la voiture. Cela confirme la théorie selon laquelle elle est partie de son plein gré. Je peux vous fournir des copies de toutes les preuves que nous avons recueillies si vous le souhaitez, ajoute-t-il en regardant la famille, les photos, les listes d'inventaire, nos conclusions préliminaires. À quoi bon ? Dit Léa, la voix creuse. Cela ne changera rien. Daniel, qui était resté silencieux, prend soudain la parole. Élodie, j'aimerais rentrer chez moi maintenant. Je suis fatigué. Bien sûr, papa, dit doucement Élodie en se plaçant derrière son fauteuil roulant. Faites ce que vous avez à faire avec la voiture, dit Daniel à l'inspecteur Vasseur. Nous vivons avec ce mystère depuis 14 ans. Je ne suis pas sûr que trouver la vérité maintenant nous apportera la paix. La famille commence à se détourner, mais Étienne reste sur place. J'aimerais avoir ces copies, dit-il fermement. L'inspecteur Vasseur acquiesça et sortit de son véhicule une enveloppe en papier. Je les ai préparées au cas où. Il y a aussi une enveloppe séparée contenant des copies de certains objets que nous avons trouvés dans la Boisgan. Mon équipe a tout photographié lorsque nous avons sorti la voiture. Il tend l'enveloppe à Étienne, puis pose une main compatissante sur son épaule. J'ai travaillé sur des dizaines de cas de disparition au fil des ans. C'est souvent l'aîné qui a le plus de mal à lâcher prise. J'espère que cela vous aidera à tourner la page, mon garçon. Étienne regarda fixement l'enveloppe qu'il tenait dans ses mains. Merci. En retournant vers sa famille qui attendait près de leur voiture, il sentait le poids de l'évidence, physique et émotionnelle, s'abattre sur lui. Malgré ce que tout le monde semblait croire, Étienne ne pouvait pas accepter que sa mère les ait simplement abandonnés. Il devait y avoir plus que cela dans l'histoire, et peut-être que les réponses se trouvaient dans l'enveloppe qu'il serrait maintenant contre sa poitrine. La famille s'entasse à nouveau dans le monospace, l'impatience du début se dissipant dans un silence pesant. Marc se glissa sur le siège du conducteur, prenant les clés des mains d'Étienne sans un mot. « Je conduis », dit-il simplement, en démarrant le moteur pendant que les autres s'installent. Étienne s'installe dans la rangée arrière, s'appropriant l'espace pour examiner le contenu de l'enveloppe. Alors que la voiture s'éloignait du lac du Moulin, il alluma la lampe de poche de son téléphone et commença à parcourir les papiers. Les premières pages étaient des rapports de police classiques, des descriptions de l'opération de récupération, des listes d'inventaire des objets trouvés dans la voiture, des photographies du véhicule sous différents angles montrant son état dégradé après 14 ans passés sous l'eau. Étienne étudia attentivement chaque page, cherchant ce qui pourrait contredire le récit de l'abandon, mais ne trouvant pas grand-chose pour étayer sa croyance en la dévotion de sa mère. Marc conduisait plus agressivement qu'Étienne sur le chemin du lac, prenant des virages serrés et accélérant fortement sur les lignes droites. Les bousculades empêchent Étienne de se concentrer sur les documents. Il lance un appel à l'avant,
Pourriez-vous ralentir un peu? Mais Marc ne l'entend pas ou choisit de l'ignorer. Après quelques minutes de plus, à essayer de lire à travers les rebonds et les balancements, Étienne remit à contre-cœur les papiers dans l'enveloppe, décidant d'attendre qu'il rentre à la maison, ou mieux encore, qu'il soit seul dans son propre appartement, où il pourrait tout étudier correctement sans les regards moralisateurs de ses frères et sœurs. Le trajet jusqu'à la maison de leur père se déroula dans un silence inconfortable, les seuls bruits étant le ronronnement du moteur et les soupirs occasionnels de Daniel sur le siège passager. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin dans l'allée, la lumière du Porsche brillant toujours de façon accueillante, Aldrich fut le premier à rompre la tension. « Sommes-nous encore en train de regarder un film ?» demanda-t-il prudemment en jetant un coup d'œil aux membres de sa famille. « Nous ne sommes pas obligés de finir la soirée comme ça, n'est-ce pas ?» La question resta en suspens pendant un moment avant que Léa n'acquiesce lentement. « Je pense que ce serait bien. Le dessert nous attend encore et ce serait dommage de gâcher la soirée, papa. » Élodie se tourna vers son père pour obtenir une confirmation. Daniel esquissa un petit sourire. « Oui, je crois que nous avons tous besoin de nous distraire. » Ils aidèrent Daniel à remonter dans son fauteuil roulant et se dirigèrent vers l'intérieur. Marc et Léa se dirigèrent directement vers le salon, allumant la télévision et faisant défiler les options, tandis qu'Élodie se rendait à la cuisine pour récupérer la tarte aux pommes qu'elle avait préparée plus tôt. Aldrich hésita entre deux groupes avant de rejoindre ses aînés devant la télévision. Étienne resta près de la porte, l'enveloppe toujours serrée dans ses mains. « Je ne reste pas, » annonça-t-il. Les autres se tournent vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande Daniel. « Je rentre chez moi, » répond Étienne. « Je veux examiner ces dossiers comme il se doit. » Il y a peut-être quelque chose d'important. « Étienne, » interrompt Marc, la voix teintée d'exaspération. « Laisse tomber. Nous avons enfin obtenu des réponses après 14 ans. Ce n'est pas ce qu'on voulait entendre, mais au moins on sait. »« Nous ne savons rien, » insiste Étienne. « Tout ce que nous avons, c'est une voiture dans un lac et un tas d'hypothèses. »« Restez, s'il vous plaît, » dit Élodie à voix basse. « Juste pour le film. Nous pourrons parler de tout cela demain, quand tout le monde aura eu le temps de réfléchir. » Étienne regarda sa plus jeune sœur, le visage ouvert et suppliant, puis son père, légèrement affaissé dans son fauteuil roulant, l'air plus vieux et plus fatigué qu'il y a quelques heures à peine. Il envisage un instant de céder, d'assister à un film qu'il ne veut pas regarder, de faire semblant que tout va bien, alors que son esprit est envahi de questions. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Il faut que je le fasse. » Sans attendre d'autres objections, il franchit la porte et se dirigea vers sa voiture. Par la fenêtre avant, il pouvait voir sa famille se rassembler autour de la télévision, s'installant à leur place habituelle. Daniel, dans son fauteuil roulant, s'est installé au bout du canapé. Élodie est perchée sur l'accoudoir à côté de lui. Les autres se répartissent sur le reste du mobilier. Étienne reste un moment assis dans sa voiture, les clés sur le contact, mais le moteur n'a pas encore démarré. « Où es-tu, maman ?» chuchote-t-il dans le véhicule vide. « Que t'est-il arrivé? Tu nous as vraiment quittés ?» Il s'essuie les yeux, fâché par les larmes qui menacent de couler. « J'étais l'aîné, » marmonna-t-il. « Après l'accident de papa, c'est moi qui ai dû prendre les choses en main. J'ai trouvé un travail au lieu d'aller à l'université tout de suite. J'ai aidé avec les enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour nous maintenir ensemble. Et maintenant, ils me détestent tous parce que je n'accepte pas que tu nous aies abandonnés. » Prenant une profonde inspiration pour se stabiliser, Étienne mit le moteur en marche et alluma l'éclairage intérieur. Il ouvre à nouveau l'enveloppe et étale les documents sur le siège du passager. Cette fois, il remarqua une enveloppe plus petite, étiquetée simplement « Divers ». Curieux, il l'ouvre et y trouve des photocopies d'objets personnels et de documents récupérés dans la voiture. Parmi eux se trouve une sorte de contrat de cautionnement qui n'est pas très clair en raison des dégâts causés par l'eau, mais qui reste partiellement lisible. Étienne la regarde avec confusion. Il était daté d'environ 3 mois après la disparition de sa mère, mais le nom sur le bail n'était pas Catherine Dubois. Le bail porte plutôt un nom inconnu, Élisabeth Caron. Ce qui retient l'attention d'Étienne, c'est la signature au bas de la page.
Bien que la photocopie soit décolorée et floue, il reconnaît immédiatement l'écriture caractéristique de sa mère. Le même C en boucle qu'elle utilisait pour signer les autorisations scolaires, le même E en flèche qui apparaissait sur toutes ses listes de courses, murmure-t-il en fixant la signature. Maman utilisait un faux nom. Le cœur battant, Étienne étudie le document plus attentivement. Une adresse figure sur le bail. Sortant son téléphone, Étienne saisit rapidement l'adresse dans une application de cartographie. La vue satellite montrait une propriété située dans ce qui semblait être une zone industrielle à la périphérie de Lyon, à des kilomètres de leur maison et loin de toute zone résidentielle. Il ne s'agissait pas d'une maison ou d'un appartement, mais de ce qui semblait être un entrepôt ou une installation de stockage dans une zone dominée par des bâtiments industriels similaires. « Cela n'a aucun sens, murmure-t-il. Pourquoi maman louerait-elle un entrepôt sous un faux nom ? Il remarque alors un autre élément sur le bail, le nom de Rémy Dubois. Ce nom lui semble vaguement familier, mais Étienne ne parvient pas à le situer immédiatement. Il l'a tapé dans un moteur de recherche et les résultats lui ont glacé le sang. De nombreux articles de presse datant de plusieurs années sont apparus. L'homme d'affaires local Rémy Dubois interrogé dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Rémy Dubois n'est pas accusé de fraude en raison du manque de preuves. Les propriétés de Rémy Dubois liées à des opérations de prêts illégaux. Étienne lit plusieurs articles, se faisant une idée de l'homme qui opère en marge de la légalité. Quelqu'un impliqué dans des pratiques de prêts prédateurs et d'autres transactions commerciales douteuses que les forces de l'ordre n'avaient jamais pu prouver. Il se retourne vers la maison où, par la fenêtre, il peut voir sa famille regarder le film ensemble. Il envisagea un instant de retourner à l'intérieur, de leur montrer ce qu'il avait trouvé, mais il savait qu'ils ne l'écouteraient pas. Il s'était fait une idée de ce qui était arrivé à leur mère, et aucun contrat de bail ou propriétaire soupçonneux ne changerait cela. « Je vais le faire moi-même », décida Étienne en enclenchant la marche arrière et en sortant de l'allée. Au lieu de se diriger vers son propre appartement, il a pointé la voiture en direction de l'adresse figurant sur le compte-rentrée contrat de bail, déterminé à découvrir quel lien sa mère entretenait avec Rémy Dubois et pourquoi elle louait un entrepôt sous un faux nom. Le GPS guide Étienne dans des rues qui cèdent progressivement la place à des routes moins bien entretenues à mesure qu'il s'approche du quartier industriel. Les lampadaires se faisaient plus rares et les bâtiments plus délabrés, des usines abandonnées aux fenêtres brisées, des entrepôts entourés de clôtures à mailles losangées surmontées de fils barbelés, et de temps à autre un relais routier ouvert toute la nuit qui projetait des flaques de lumière fluorescentes crues sur des aires de stationnement vides. Après 20 minutes de conduite, le GPS annonce qu'il a atteint sa destination. Étienne ralentit la voiture, jetant un coup d'œil à travers le pare-brise sur un bâtiment d'un étage, usé par le temps, situé en retrait de la route. Une enseigne défraîchie pendait de travers au-dessus de l'entrée. Rénovation de meubles de qualité. Étienne s'engagea dans le terrain en gravier et se gara à une courte distance du bâtiment. L'endroit semblait fonctionner, mais à peine. Une faible lumière brillait à l'intérieur et une vieille camionnette était garée près d'une entrée latérale. Ses phares éclairant la façade, il vit que les fenêtres étaient recouvertes de l'intérieur, empêchant de voir l'intérieur. Il coupa le moteur, mais resta dans la voiture, réfléchissant à ce qu'il allait faire. Il n'avait pas planifié aussi longtemps à l'avance. Il n'avait pas réfléchi à ce qu'il ferait lorsqu'il trouverait l'endroit. Il était presque 22 heures et il doutait que quelqu'un travaille aussi tard. Pourtant, il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Alors qu'il se demandait s'il devait s'approcher du bâtiment ou revenir à la lumière du jour, une silhouette émergea d'une porte latérale. Un homme d'un certain âge portant une tasse fumante dans un récipient en plastique. L'homme remarque immédiatement la voiture d'Étienne et commence à marcher vers elle d'un pas mesuré et délibéré. L'instinct d'Étienne le pousse à s'éloigner, mais quelque chose lui dit que c'est peut-être sa seule chance d'apprendre quelque chose sur cet endroit et son lien avec sa mère. Il baissa sa vitre lorsque l'homme s'approcha.
L'agent de sécurité, car tel semblait être son rôle, était plus âgé qu'Étienne ne l'avait d'abord pensé, peut-être la soixantaine, mais il se déplaçait avec l'assurance et la force de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Malgré l'heure tardive et la température fraîche, il ne portait qu'une veste légère sur une chemise d'uniforme sans logo d'entreprise. Son visage était usé par le temps, mais alerte, et ses yeux étaient vifs lorsqu'ils évaluaient Étienne. « Bonsoir, dit l'homme, d'une voix étonnamment chaleureuse. « Vous êtes perdu ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui se retrouvent ici à cette heure de la nuit, à moins qu'ils n'aient pris un mauvais virage. » Étienne hésita, calculant rapidement son approche. La vérité lui semblait trop risquée. Il ne pouvait pas annoncer qu'il enquêtait sur les liens entre sa mère, disparue depuis longtemps, et cet endroit. Il opta donc pour un mensonge plausible. « Je crois que vous avez raison. » « J'ai peut-être raté un virage, » répondit Étienne avec une désinvolture forcée. « Mais en passant, j'ai remarqué cet endroit. Je dirige une petite entreprise et j'ai cherché un entrepôt dans la région. Je sais qu'il est tard, mais j'ai vu la lumière allumée et j'ai pensé aller voir. » Le garde boit une gorgée de son café, étudiant Étienne par-dessus le bord de la tasse. « Ce n'est pas à vendre, si c'est ce que vous vous demandez. »« À qui appartient-il » demanda Étienne en essayant de paraître simplement curieux. « Hervé Dubois, » répondit le garde. Le cœur d'Étienne s'emballa à l'évocation de ce nom familier. Hervé Dubois, je ne crois pas avoir entendu parler de lui. Le gardien haussa un sourcil, fils de Rémy Dubois. Vous n'avez jamais entendu parler de Rémy Dubois ? Étienne secoua la tête, feignant l'ignorance. Devrais-je en entendre parler ? Rémy possédait la moitié des terrains industriels de la région, expliqua le garde. Il est décédé il y a quelques années. Son fils Hervé a repris l'affaire. Je vois, dit Étienne, l'esprit en ébullition. Y a-t-il un moyen d'entrer en contact avec Hervé ? Si ce n'est pas pour acheter la maison, peut-être pour discuter de la location d'une partie. Le garde s'esclaffe. Hervé est un homme privé. Il ne traite pas directement avec les gens, surtout pas avec ceux qui se présentent à l'improviste après les heures de bureau. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui je pourrais parler ? Un directeur ou un représentant ? Peut-être demain. Le garde semble réfléchir un instant. Je vais vous dire, revenez demain pendant les heures d'ouverture. Demandez Roland. C'est lui qui s'occupe des affaires d'Hervé ici. Roland, répéta Étienne en mémorisant le nom. Il sera certainement là demain. C'est à lui que j'ai fait mon rapport et j'ai son numéro. Je peux lui faire savoir ce soir que quelqu'un est intéressé. Ce serait super, dit Étienne en évitant de donner son numéro. Je passerai demain. Ah, le garde acquiesça et but une nouvelle gorgée de son café. Roland aime faire des affaires en tête-à-tête. Pour votre gouverne, il n'apprécie pas que des personnes extérieures ou des partenaires participent à ses premières rencontres. Il préfère évaluer les gens individuellement. « Je comprends, » répond Étienne. « Je viendrai seul. » Il s'apprêtait à remonter sa vitre quand une idée lui vint à l'esprit. S'il partait maintenant, il n'aurait rien appris de concret, juste confirmé que la famille Dubois possédait toujours la propriété. Prenant un risque calculé, il interpelle le garde qui a déjà commencé à s'éloigner. « Encore une chose, dit-il. Je suppose que vous n'avez jamais entendu parler d'une femme nommée Élisabeth Caron dans cette région. » L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le comportement du garde changea du tout au tout, ses épaules se raidirent et son visage se durcit en un masque inexpressif. L'homme de sécurité affable disparut, remplacé par quelqu'un de beaucoup plus dangereux. « Vous devez partir, » dit-il sans embâge, sans la moindre amabilité. Étienne, conscient qu'il en avait trop fait, mais ne voulant pas se retirer complètement, insista davantage. « J'ai juste besoin de savoir si le garde s'est déplacé avec une rapidité surprenante, réduisant la distance qui le séparait de la voiture en 2 longues enjambées. » Il posa ses mains usées sur le bord de la fenêtre entr'ouverte d'Étienne et se pencha, son visage à quelques centimètres de celui d'Étienne. « Tu veux des fantômes ?» demanda-t-il, la voix basse et menaçante. « Tu es au bon endroit, elle ne voulait pas qu'on la trouve. » Un frisson parcourut l'échine d'Étienne. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, luttant pour garder sa voix stable. « Qui ne voulait pas être retrouvé ?» Le garde se redressa, frappant ses phalanges contre le cadre de la porte. « Si vous voulez parler de ça aussi, venez voir Roland demain, mais je vous le déconseille. » Il frappa une nouvelle fois sur le cadre de la voiture. « Tu ferais mieux d'y aller. »
Étienne n'hésita que brièvement avant d'enclencher la marche arrière. Il recula lentement, observant le garde qui restait debout au même endroit, le suivant d'un regard froid jusqu'à ce qu'Étienne fasse demi-tour et s'en aille. Son esprit s'emballait tandis qu'il retournait vers la ville. Le garde avait clairement reconnu Élisabeth Caron, le faux nom de sa mère, et sa réaction confirmait qu'Élisabeth ou Catherine avait un lien avec cet endroit. Mais que voulait-il dire à propos des fantômes? Et pourquoi aurait-il dit qu'elle ne voulait pas être retrouvée, si ce n'est pour confirmer que sa mère avait disparu volontairement? Tout cela n'a aucun sens. Pourtant, pour la première fois depuis 14 ans, Étienne sent qu'il est enfin sur la piste de quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui est arrivé à sa mère. L'horloge du tableau de bord indique 23h35. Alors qu'Étienne reprend la route vers la ville, ses pensées sont un tourbillon chaotique de questions et de théories. Les implications semblaient confirmer ce que ses frères et sœurs croyaient, à savoir que leur mère avait choisi de disparaître. Mais quelque chose dans la réaction du garde, le passage soudain d'une attitude amicale à une attitude menaçante, suggérait qu'il y avait plus que l'histoire d'une femme qui avait simplement quitté sa vie. Étienne savait qu'il devait partager ce qu'il avait découvert avec sa famille, mais après leur réaction au dîner et au lac, il doutait qu'ils l'écoutent. Chacun de leur côté, ils avaient fait la paix avec l'abandon de leur mère. Marc était devenu le plus pratique et le plus responsable. Léa s'était endurcie contre une nouvelle déception. Élodie avait canalisé son énergie pour s'occuper de leur père. Et Aldric, qui avait à peine 1 an lorsque Catherine avait disparu, ne l'avait jamais vraiment connu. Aucun d'entre eux ne souhaitait rouvrir de vieilles blessures, à l'exception d'Étienne, qui n'avait jamais accepté le récit de l'abandon. Il y avait cependant quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par ce qu'il avait trouvé. Étienne s'arrêta sur le bas-côté de la route et trouva la carte de l'inspecteur Vasseur dans son portefeuille. Il hésita avant de composer le numéro, conscient de la réaction que pourrait avoir l'inspecteur en apprenant qu'Étienne est allé enquêter de son côté, mais décida finalement que l'information était trop importante pour la garder pour lui. L'inspecteur répondit à la 4e sonnerie, la voix groggy par le sommeil. « Ici Vasseur. Inspecteur, c'est Étienne Dubois. Je suis désolé d'appeler si tard. » Il y eut un bruissement comme si l'inspecteur se redressait dans son lit. « Étienne, tout va bien ?»« J'ai trouvé quelque chose dans les copies de preuves que vous m'avez remises, » dit Étienne, décidant de dire toute la vérité. Il y avait une sorte de contrat ou d'accord de caution dans l'enveloppe du plongeur. L'adresse indiquait un entrepôt loué sous le nom d'Élisabeth Caron. Mais la signature, c'est l'écriture de ma mère. « J'ai vu ça, » confirme l'inspecteur Vasseur, qui semble plus éveillé maintenant. « Cela a attiré mon attention aussi. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt ?» demanda Étienne, incapable de retenir l'accusation dans sa voix. « Ah, parce que cela correspond à ce que nous soupçonnions déjà, » répondit patiemment l'inspecteur. Les personnes qui disparaissent volontairement se créent souvent une nouvelle identité. Ils louent des lieux sous de faux noms, refont leur vie. Mais ce n'est pas une maison ou un appartement, insiste Étienne. C'est un entrepôt dans une zone industrielle et le propriétaire s'appelle Rémi Dubois. Tu t'es renseigné sur lui ? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Oui, je l'ai cherché. Rémi Dubois était un personnage bien connu dans certains milieux. Ses entreprises opéraient dans des zones grises de la loi, des prêts prédateurs, des pratiques de recouvrement de créances qui frôlaient les limites légales. Il a fait l'objet de plusieurs enquêtes, mais n'a jamais été poursuivi. Alors, pourquoi ma mère louerait-elle une propriété à quelqu'un comme lui? C'est là que je pense que tout est lié, a déclaré l'inspecteur Vasseur. D'après les éléments que nous avons recueillis, je pense que votre mère avait besoin de disparaître rapidement et complètement. Les activités de Rémi Dubois consistaient à aider les gens à faire exactement cela, moyennant un certain prix. Cet entrepôt était probablement un lieu de transition, un endroit où les gens se rendaient pour changer d'identité avant de passer à autre chose. Vous pensez qu'elle y est allée pour changer d'identité ? Demanda Étienne, incrédule. Pour commencer une nouvelle vie ? C'est logique avec le timing, répondit l'inspecteur. Le bail est daté de 3 mois après sa disparition.
Cela lui laisse le temps de s'organiser, éventuellement avec un nouveau compagnon. Quel nouveau partenaire? Demande Étienne. Rien ne prouve qu'elle voyait quelqu'un. Les lunettes de soleil trouvées dans la voiture lui rappellent l'inspecteur Vasseur. Des lunettes de soleil pour homme avec le nom Roland gravé sur l'une des branches. Étienne faillit lâcher le téléphone. Roland, répéta-t-il, le pouls accéléré. Vous êtes sûr qu'il s'agit de Roland? Positif, confirma l'inspecteur. Pourquoi ce nom vous dit-il quelque chose? L'esprit d'Étienne s'emballe. Le gardien de l'entrepôt avait parlé de Roland. Il avait dit qu'il s'occupait des affaires d'Hervé Dubois, qu'Étienne devait revenir demain pour le rencontrer. Est-il possible qu'il s'agisse du même Roland dont les lunettes de soleil ont été retrouvées dans la voiture de Catherine? Étienne demande l'inspecteur Vasseur. Vous êtes toujours là? Je suis là, répondit-il enfin. J'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. Après avoir trouvé le contrat de cautionnement, je me suis rendu à l'adresse qui y figurait. Qu'avez-vous fait? La voix de l'inspecteur s'élève brusquement. Étienne, c'est incroyablement imprudent. S'il y a un lien entre la disparition de votre mère et les opérations de Rémy Dubois, je sais, coupa Étienne, mais j'ai appris quelque chose. Il y avait un agent de sécurité et quand j'ai prononcé le nom de ma mère, il a réagi. Il savait qui elle était, inspecteur. Et il a mentionné un certain Roland qui travaille là-bas, peut-être le même Roland dont les lunettes de soleil se trouvaient dans la voiture de maman. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lorsque l'inspecteur Vasseur reprit la parole, sa voix était mesurée, contrôlée. « Étienne, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ces gens sont dangereux. S'ils sont impliqués dans la disparition de ta mère, ils n'hésiteront pas à se protéger. Je ne veux plus que tu t'approches de cet entrepôt. » C'est compris? Mais, pas de mais, interrompt fermement l'inspecteur. Il s'agit maintenant d'une enquête de police active. Nous la mènerons comme il se doit, avec des mandats et des renforts. Votre implication pourrait tout compromettre, sans compter qu'elle vous mettrait gravement en danger. Étienne serra le téléphone plus fort. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Rester assis et attendre. C'est exactement ce que vous devez faire, confirma l'inspecteur Vasseur. J'apprécie que vous partagiez cette information, mais j'ai besoin que vous preniez du recul et que vous nous laissiez faire notre travail. Le garde m'a dit de revenir demain pour rencontrer Roland, dit Étienne. C'est peut-être notre seule chance de découvrir ce qui est arrivé à ma mère. Absolument pas, dit fermement l'inspecteur. Vous ne devez en aucun cas y retourner. Nous allons envoyer un agent infiltré, mettre en place une surveillance. Il y a des procédures à suivre pour ce genre de situation. Étienne savait que l'inspecteur avait raison, mais l'idée d'attendre, de risquer de manquer leur seule piste après 14 ans d'absence était insupportable. Pourtant, il reconnaissait le danger pour lui-même et pour toute enquête potentielle. D'accord, concède-t-il, je n'y retournerai pas. Merci, dit l'inspecteur Vasseur, le soulagement étant évident dans sa voix. Je vais maintenant passer quelques coups de fil. Je vais faire avancer les choses. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Je vous le promets. Une dernière chose, dit Étienne, avant que l'inspecteur ne raccroche. Vous devez savoir que mon père et mes frères et sœurs sont également en danger. Si ces gens se rendent compte que nous enquêtons, je ferai en sorte que des voitures de patrouille passent régulièrement chez vous et chez votre père. Lui, assura l'inspecteur Vasseur. Reposez-vous, Étienne. Et ne t'approche pas de cet entrepôt. Après avoir mis fin à l'appel, Étienne resta assis dans sa voiture garée pendant plusieurs minutes, pesant ses options. Les avertissements de l'inspecteur sont logiques et le danger est réel. Mais 14 années de questions, à se demander ce qui était arrivé à sa mère, à être le seul à croire qu'elle ne les avait pas abandonnés de son plein gré, tout cela poussait la partie rationnelle de son cerveau à la prudence. Il finit par garer sa voiture dans le parking de son appartement, sachant qu'il lui serait impossible de dormir, mais reconnaissant qu'il devait réfléchir attentivement à ce qu'il allait faire. Quelle que soit sa décision, une chose était sûre. Il était plus proche de la vérité sur la disparition de sa mère qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le matin arriva avec une clarté qui avait échappé à Étienne tout au long de sa nuit agitée. Agité, après s'être retourné pendant des heures,
Il s'est finalement endormi vers 4 heures avant d'être réveillé par la sonnerie de son téléphone à 7h30. Le numéro de l'inspecteur Vasseur apparaît sur l'afficheur. « Je viens te chercher », dit l'inspecteur sans préambule lorsqu'Étienne répondit. « On va à cet entrepôt, mais on le fait à ma façon. Soyez prêts dans 15 minutes. » Fidèle à sa parole, l'inspecteur Vasseur se présenta devant l'appartement d'Étienne exactement 15 minutes plus tard. Il conduisait une voiture de police banalisée, vêtue de vêtements ordinaires plutôt que de son costume habituel. Un gant, une chemise boutonnée délavée et un blouson de cuir usé qui le faisait ressembler davantage à un ouvrier du bâtiment qu'à un inspecteur. Étienne s'installe sur le siège passager et remarque immédiatement que l'inspecteur n'est pas seul. Sur la banquette arrière était assis un autre homme, également en civil, que Vasseur présenta simplement comme l'officier Moreau, soutien tactique. Et j'ai passé la nuit à coordonner tout ça, expliqua l'inspecteur Vasseur en s'éloignant du trottoir. D'après ce que vous m'avez dit au sujet de Rémi Dubois et de son fils Hervé, nous considérons qu'il s'agit d'une situation potentiellement dangereuse. J'ai des agents civils postés à des endroits stratégiques autour de l'entrepôt et une équipe tactique en attente à quelques rues de là. Ne devrions-nous pas prendre ma voiture ? Suggère Étienne. Le gardien l'a vue hier soir. Elle peut paraître moins suspecte. L'inspecteur Vasseur réfléchit un instant avant d'acquiescer. Vous avez raison. Nous changerons de véhicule au prochain parking. 10 minutes plus tard, ils étaient transférés dans la voiture d'Étienne, à Étienne au volant et l'inspecteur Vasseur sur le siège passager. L'officier Moreau est resté dans la voiture de police banalisée, qui fera désormais partie du périmètre de surveillance. N'oubliez pas que vous ne devez pas sortir de la voiture à moins que je ne vous le dise explicitement, indiqua l'inspecteur Vasseur, alors qu'ils approchaient de la zone industrielle où se trouvait l'entrepôt. Je ne vous autorise à venir que parce que vous avez déjà établi un contact et que votre présence paraîtra moins suspecte. Mais il s'agit d'une opération de police, pas d'une enquête familiale. Étienne acquiesça, la bouche sèche d'impatience et de nervosité. Alors qu'il tournait dans la rue menant à l'entrepôt, il pouvait voir la même camionnette garée à l'extérieur que celle de la veille. Mais quelque chose semblait différent. L'endroit semblait plus calme, plus tranquille. « Il y a quelque chose qui cloche », marmonna l'inspecteur Vasseur, ses yeux expérimentés scrutant la propriété. Aucun mouvement, aucun véhicule, à l'exception de la camionnette. Étienne s'engagea dans le terrain en gravier et se gara à peu près au même endroit que la nuit précédente. Ils s'assirent un moment, observant l'entrepôt. Les fenêtres étaient toujours couvertes, mais contrairement à la nuit précédente, aucune lumière n'était visible à l'intérieur. « Attendez ici, » dit l'inspecteur Vasseur en portant la main à l'arme dissimulée sous sa veste. « Je vais jeter un coup d'œil rapide. Si je vous fais signe de partir, partez immédiatement et retrouvez l'officier Moreau au point de rendez-vous. » Étienne regarda l'inspecteur s'approcher prudemment du bâtiment, se déplaçant avec l'efficacité d'une personne entraînée à évaluer les situations dangereuses. Vasseur vérifia d'abord la camionnette, jetant un coup d'œil par les fenêtres, avant de se diriger vers l'entrée latérale où Étienne avait vu le garde sortir la nuit précédente. Après avoir essayé la porte et constaté qu'elle n'était pas verrouillée, l'inspecteur Vasseur disparut à l'intérieur du bâtiment. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10. L'inquiétude d'Étienne grandit à chaque instant, ses doigts tambourinant nerveusement sur le volant. Enfin, l'inspecteur Vasseur réapparut à l'entrée, faisant signe à Étienne de le rejoindre. Contre son gré, mais poussé par le besoin de savoir, Étienne sortit de la voiture et se hâta de traverser le terrain en gravier. « C'est vide », dit l'inspecteur Vasseur à l'approche d'Étienne. « Complètement vidé. Ils ont dû partir précipitamment après votre visite d'hier soir. » Étienne suivit l'inspecteur dans l'entrepôt, l'odeur de poussière et d'abandon emplissant ses narines. L'intérieur était caverneux et en grande partie vide, avec des indications clients claires que l'équipement et le mobilier avaient été récemment enlevés, des taches rectangulaires propres sur le sol poussiéreux, des supports vides sur les murs où des étagères avaient été attachées, des câbles coupés qui pendaient du plafond. Ils opéraient certainement quelque chose ici,
observa l'inspecteur Vasseur en pointant du doigt une section de l'entrepôt où des cloisons avaient créé des pièces séparées. Regardez ces logements de fortune, ces postes de travail. C'était plus qu'un simple entrepôt. Étienne avance lentement dans l'espace, essayant d'imaginer sa mère ici, essayant de comprendre quel lien elle pouvait avoir avec cet endroit. Avait-elle été retenue contre son gré? Était-elle venue volontairement chercher de l'aide pour disparaître, ou y avait-il une toute autre explication? Par ici, l'inspecteur Vasseur appela de l'autre côté de la pièce. Il était accroupi à côté d'un bureau renversé et examinait quelque chose sur le sol. Étienne le rejoignit et découvrit que l'inspecteur tenait une photographie qui s'était apparemment glissée sous le bureau lors de l'évacuation précipitée. On y voit un cargo amarré à ce qui semble être un port industriel, dont le nom, Horizon de l'Est, est clairement visible sur la coque. « Retournez là », dit l'inspecteur Vasseur en tendant la photographie à Étienne. Au dos, des informations manuscrites, le nom du navire, un horaire de départ daté de la semaine suivante et une liste partielle de noms, dont ceux d'Elisabeth C. et de Roland M. Il prévoit de transporter des personnes sur ce navire, dit l'inspecteur Vasseur en sortant son téléphone. Et d'après cette liste, votre mère pourrait en faire partie. Il a immédiatement contacté son équipe par radio, demandant une opération de recherche dans le port et donnant le nom du cargo. Il s'agit d'une priorité absolue, a-t-il indiqué. Nous devons localiser l'horizon de l'Est et empêcher son départ. Alerter la patrouille portuaire et les gardes-côtes. Se tournant vers Étienne, il ajoute « Nous devons nous mettre en route ». Si Roland et ses hommes sont partis d'ici hier soir, ils ont peut-être accéléré leur calendrier. Le navire pourrait se préparer à partir plus tôt que prévu. Alors qu'il se hâtait de regagner la voiture, l'inspecteur Vasseur passa un autre appel, demandant cette fois aux officiers de vérifier l'état de Daniel et du reste de la famille. Après votre visite d'hier soir, ces gens savent que quelqu'un pose des questions. Nous devons nous assurer que votre famille est en sécurité. Étienne ressent un élan de peur pour ses frères et sœurs et son père. « Je n'y ai pas pensé », avoue-t-il. « J'étais tellement concentré sur la recherche de maman. » « Appelle-les », dit l'inspecteur Vasseur en remontant dans la voiture d'Étienne. « Appelez chacun d'eux individuellement et dites-leur ce qui se passe. Dites-leur de rester où ils sont et que des agents viendront sécuriser leur emplacement. » Pendant qu'il roulait vers le port, Étienne a suivi les instructions, appelant d'abord son père, puis chacun de ses frères et sœurs à tour de rôle, répétant l'avertissement et les instructions. Daniel est choqué et furieux. Marc et Léa sont sceptiques, Aldric confus, mais tous acceptent de suivre les conseils de l'inspecteur. Ils sont tous prévenus, rapporta Étienne à l'inspecteur Vasseur, alors qu'ils approchaient du port. Mais je ne suis pas sûr qu'ils croient vraiment au danger. Mieux vaut prévenir que guérir, répondit l'inspecteur d'un ton sombre. Si Roland et les Dubois sont aussi dangereux que je le soupçonne, ils n'hésiteront pas à utiliser votre famille comme moyen de pression s'ils se sentent acculés. Le port se dessina, un port industriel tentaculaire avec de nombreux quais s'étendant dans les eaux grises de la baie. Des cargos de différentes tailles étaient amarrés le long des quais, chargeant ou déchargeant leur cargaison, tandis que de plus petits navires naviguaient dans les chenaux entre eux. Alors qu'il s'approchait de la porte de sécurité principale, l'inspecteur Vasseur montra son badge aux gardes, expliquant qu'il faisait partie d'une opération de police en cours. Le garde leur a fait signe de passer et les a dirigés vers la capitainerie. À l'intérieur, ils découvrent une activité intense. Plusieurs officiers sont déjà présents, se coordonnant avec les responsables du port pour localiser l'horizon de l'Est. « Où en est-on » demande l'inspecteur Vasseur en s'approchant d'un officier en uniforme qui semble diriger l'opération. L'horizon de l'Est a quitté le port hier soir, déclara l'officier, l'air sombre, près de 12 heures avant l'heure de départ prévue. Les autorités portuaires ont accédé à la demande de départ anticipée en raison de préoccupations météorologiques, bien que les rapports météorologiques ne fassent état d'aucun système météorologique important dans la région. Il savait, a déclaré Étienne, qui a pris conscience de la situation avec une force écrasante. Ils ont su que nous étions sur leur piste dès que j'ai demandé des nouvelles de ma mère hier soir.
L'inspecteur Vasseur pose une main ferme sur l'épaule d'Étienne. Nous n'abandonnons pas. Les patrouilleurs du port sont déjà à leur poursuite et nous avons alerté les gardes-côtes. Ce navire n'a pas pu aller bien loin en 12 heures. Et ici, demande Étienne en faisant un geste vers les quais. Les hommes de Roland ne seraient-ils pas encore dans les parages? Nous avons une longueur d'avance sur vous, répond l'officier. Nous avons arrêté plusieurs dockers impliqués dans le départ accéléré de l'horizon de l'Est. Ils sont actuellement interrogés. L'inspecteur Vasseur approuve d'un signe de tête. Bon travail. Dirigeons-nous vers la station. Je veux assister à ces interrogatoires. Le trajet jusqu'au commissariat est tendu, l'inspecteur Vasseur étant constamment sur son téléphone pour coordonner l'enquête qui prend de l'ampleur. Toutes les quelques minutes, il recevait des mises à jour sur les recherches de l'horizon de l'Est ou des rapports sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger la famille Dubois. Ils ont des yeux sur le navire, a-t-il déclaré après un de ses appels. Les avions des gardes-côtes l'ont repéré à environ 160 km au large en direction du sud-sud-est. Ils envoient des navires pour l'intercepter. Étienne serre le volant de plus en plus fort, son esprit s'emballe. Sa mère se trouve-t-elle vraiment sur ce bateau? Après 14 ans, était-il enfin sur le point de la retrouver? Lorsqu'ils arrivèrent à la station, ils la trouvèrent en pleine effervescence. Les officiers se déplacent avec détermination d'un service à l'autre. Les téléphones sonnent constamment et une atmosphère d'urgence règne dans le bâtiment. À la surprise d'Étienne, toute sa famille est là, assise dans une salle d'attente. Daniel dans son fauteuil roulant, l'air ahuri et fatigué. Élodie debout derrière lui. Marc et Léa assis côte à côte, leurs expressions mêlant inquiétude et scepticisme. Et Aldric qui s'agite nerveusement dans son fauteuil. « Que faites-vous tous ici ?» demanda Étienne en s'approchant d'eux. « Je croyais que vous restiez chez vous. La police nous a fait venir par précaution, expliqua Marc en se levant pour faire face à son frère. Ils ont dit qu'il serait plus facile de nous protéger tous au même endroit. Nous protéger de quoi au juste? Demanda Léa, les bras croisés sur la défensive. Étienne, qu'as-tu fait? Avant qu'Étienne ne puisse répondre, l'inspecteur Vasseur s'avance. Votre frère a peut-être découvert la vérité sur la disparition de votre mère, dit-il d'un ton professionnel mais aimable, et cette vérité pourrait être dangereuse pour vous tous. Il informa rapidement la famille de ce qu'ils avaient découvert. L'entrepôt, la photo du cargo, les noms sur la liste, et la possibilité que Catherine ait été forcée de travailler pour Roland et l'opération Dubois. « Alors, tu dis que maman ne nous a pas quittés volontairement ?» demande Élodie d'une petite voix pleine d'espoir qu'on l'emmène. D'après les éléments que nous avons recueillis, il semble que votre mère ait été impliquée dans une organisation criminelle dirigée par Rémi Dubois et son fils Hervé, expliqua l'inspecteur Vasseur. Nous pensons qu'elle a été forcée de travailler pour eux, peut-être à cause d'une dette ou d'une autre forme de coercition. Cela n'a pas de sens, objecte Marc. Maman n'avait pas de dette. Papa s'occupait de toutes les finances à l'époque. Daniel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se racle la gorge. « Ce n'est pas tout à fait vrai, dit-il à voix basse. Tous les regards se tournent vers lui, surpris. Après mon accident, les frais médicaux étaient énormes, continua Daniel, la voix tendue par l'effort de la confession. Notre assurance ne couvrait pas tout. Catherine était désespérée. Elle a essayé d'obtenir des prêts bancaires, mais nous avions déjà épuisé notre crédit. J'ai été à l'hôpital, puis en cure de désintoxication. Je ne savais pas ce qu'elle faisait exactement pour nous maintenir à flot. Papa, dit Étienne en s'agenouillant près du fauteuil roulant de son père. Es-tu en train de dire que maman aurait pu emprunter de l'argent à quelqu'un comme Rémi Dubois? Daniel acquiesce lentement, les larmes aux yeux. Elle a mentionné une fois, juste une fois, qu'elle avait trouvé un moyen de régler les factures. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle s'en était occupée. J'étais tellement concentré sur ma guérison, sur la douleur, que je n'ai pas posé de questions. J'aurais dû le faire. L'inspecteur Vasseur prend une chaise et s'assoit en face de Daniel. « Monsieur Dubois, c'est très important. Est-ce que votre femme a cité des noms? Rémi Dubois, Roland, quelqu'un lié au prêt ?» Daniel secoue la tête. Pas de nom précis, mais elle a dit quelque chose d'étrange environ une semaine avant de disparaître. Elle disait que tout ce qu'elle faisait,
elle le faisait pour nous. Je pensais qu'elle était juste stressée, qu'elle disait des choses dramatiques à cause de la pression que nous subissions. Je n'aurais jamais imaginé. Sa voix se brise et Élodie pose une main réconfortante sur son épaule. Les hommes que nous avons arrêtés au port sont en train d'être interrogés, dit l'inspecteur Vasseur en s'adressant à toute la famille. Nous espérons qu'ils pourront nous donner plus d'informations sur l'horizon de l'Est et sur la présence éventuelle de votre mère à bord. Je veux leur parler, dit fermement Étienne. L'inspecteur Vasseur hésite. Ce n'est pas la procédure habituelle, Étienne. Je vous en prie, insista Étienne. C'est moi qui ai parlé aux gardes de l'entrepôt. Il se peut que je reconnaisse quelqu'un ou qu'il me reconnaisse. Après un moment de réflexion, l'inspecteur Vasseur acquiesça. D'accord, mais en tant qu'observateur, c'est moi qui parle. Il conduit Étienne dans un couloir jusqu'à une salle où ils peuvent assister aux interrogatoires à travers un miroir sans teint. Dans la pièce adjacente, un homme d'âge moyen en tenue de docker était assis, menotté à une table, interrogé par 2 agents. « Ce n'est pas le garde que j'ai rencontré, » dit Étienne en étudiant l'homme. Ils observent pendant plusieurs minutes le docker qui refuse obstinément de fournir des informations autres que son nom et son emploi au port. L'inspecteur Vasseur prend des notes sur un bloc-notes, murmurant de temps à autre des observations sur le langage corporel ou les réponses de l'homme. « Essayons la prochaine fois, suggéra-t-il, lorsqu'il fut clair qu'il n'obtiendrait rien d'utile de ce suspect. Dans la deuxième salle d'interrogatoire, ils trouvèrent un homme plus âgé en train d'être interrogé, et Étienne se crispa immédiatement. « C'est lui, dit-il avec insistance. C'est le gardien de l'entrepôt. » L'inspecteur Vasseur étudia l'homme à travers la vitre. « Vous êtes sûr ?»« Positif, confirma Étienne. C'est lui qui m'a parlé de Roland. » L'inspecteur hocha la tête d'un air pensif. « Écoutons. » Contrairement au docker, le garde semble presque détendu malgré les circonstances, répondant aux questions avec un calme détaché qui frise l'amusement. Interrogé sur son emploi, il admet volontiers qu'il travaille à la sécurité d'Hervé Dubois. Interrogé sur l'horizon de l'Est, il affirme ne rien savoir de sa cargaison ni de sa destination. « Il ment, » murmura Étienne. « Il savait pour ma mère. Il a pratiquement admis qu'elle était là. » L'inspecteur Vasseur observa l'interrogatoire pendant quelques minutes avant de prendre une décision. « J'y vais. Restez ici et observez. » Étienne observa l'inspecteur Vasseur entrer dans la salle d'interrogatoire, se présenter aux autres officiers et s'asseoir en face du gardien. L'approche de l'inspecteur était différente, moins conflictuelle, plus conversationnelle. « Vous savez, nous surveillons cet entrepôt depuis un certain temps, » dit Vasseur avec désinvolture, bien qu'Étienne sût qu'il s'agissait d'un bluff. « Nous avons identifié la plupart des personnes qui y ont été détenues, y compris Catherine Dubois. » L'expression du garde ne changea pas, mais une tension subtile apparut dans ses épaules. « Nous savons qu'elle a été forcée de travailler pour Dubois, probablement à cause d'un prêt qu'elle ne pouvait pas rembourser, » poursuit l'inspecteur Vasseur. « Ce que nous ignorons, c'est si elle est toujours en vie et si elle se trouve sur ce navire. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit le garde d'un ton égal. « C'est intéressant, » dit l'inspecteur Vasseur en se penchant légèrement en avant, « parce que vous semblez savoir exactement qui elle était lorsque son fils a mentionné son nom hier soir. » Une lueur de reconnaissance traversa le visage du garde, rapidement réprimé. « Son fils est ici, d'ailleurs, » ajouta l'inspecteur. Il vous a identifié immédiatement, et laissez-moi vous dire qu'il est bien décidé à retrouver sa mère après avoir cru pendant 14 ans qu'elle les avait abandonnés, lui et sa famille. Le garde reste silencieux, mais ses yeux se dirigent brièvement vers le miroir. Voilà le truc, poursuivit l'inspecteur Vasseur, la voix plus dure. Nous allons rattraper ce navire. Les gardes-côtes sont déjà à sa poursuite, et à ce moment-là, tout le monde à bord va se mettre à parler pour sauver sa peau. Roland, Hervé Dubois, ils vous jetteront sous le bus en un clin d'œil pour réduire leur propre peine. Le calme du gardien se fissure enfin. Il se déplace sur son siège. Son regard se pose sur la table. Vous risquez une lourde peine, insista l'inspecteur Vasseur. Enlèvement, séquestration, probablement trafic d'êtres humains. Mais si vous nous aidez maintenant, si vous nous dites où se dirige ce bateau et si Catherine Dubois est à bord, je pourrai en toucher un mot au procureur. Pendant un long moment, le garde ne dit rien.
Puis il soupira lourdement, comme un homme qui fait un calcul difficile. « Je suis vieux, dit-il enfin. Je suis malade. La prison n'est qu'un autre endroit où mourir. » Alors, pourquoi ne pas faire une bonne chose avant de partir, suggère l'inspecteur Vasseur. Aider une famille à retrouver sa mère. Le gardien réfléchit, puis se pencha en avant et parla doucement. « Je ne peux pas vous dire où va le navire. Je ne le sais vraiment pas. Cette information est compartimentée, mais je peux vous donner accès à quelque chose qui pourrait vous aider. » Qu'est-ce que c'est? Il y a une application, un système de messagerie sécurisé que nous utilisons. Mon identifiant pourrait encore fonctionner. Il y a un traceur GPS pour le navire, les images des caméras de sécurité à bord. C'est comme ça que Roland garde un œil sur tout. L'inspecteur Vasseur s'est visiblement réveillé. Et vous êtes prêt à fournir cet accès? Le garde acquiesce lentement. Comme je l'ai dit, je vais mourir de toute façon. Autant faire quelque chose de décent pour une fois. L'inspecteur Vasseur fit glisser un bloc-notes sur la table. Notez les informations de connexion, tout ce dont nous avons besoin pour y accéder. Tandis que le garde commence à écrire, Étienne ressent un élan d'espoir comme il n'en avait jamais connu depuis 14 ans. Pour la première fois, il avait la preuve concrète que sa mère ne les avait pas abandonnés et qu'elle était peut-être encore en vie. L'inspecteur Vasseur sort de la salle d'interrogatoire avec un air de satisfaction, les informations de connexion du garde serrées dans sa main. « Transmettons cela immédiatement à l'équipe technique », dit-il à Étienne, tandis qu'il se précipitait dans le couloir. Si cette application fonctionne comme il le dit, nous pourrons peut-être localiser le vaisseau et même avoir une confirmation visuelle de qui est à bord. Ils se dirigèrent vers une salle où plusieurs officiers étaient assis devant des terminaux informatiques et travaillaient avec une grande intensité. L'inspecteur Vasseur a remis les informations de connexion à un spécialiste technique, en lui expliquant leur importance. Nous devons accéder à cette application sans alerter les personnes qui surveillent le système, a-t-il expliqué. Pouvez-vous faire cela? Le spécialiste a étudié les informations, puis a hoché la tête avec assurance. Je devrais pouvoir créer une session miroir qui ne déclenchera aucune alerte de sécurité. Donnez-moi quelques minutes. Étienne et l'inspecteur Vasseur retournent dans la salle d'attente où se trouve le reste de la famille Dubois. À mesure qu'ils s'approchaient, Étienne pouvait lire la tension sur chaque visage, l'espoir se disputant à l'incrédulité, la peur de la déception après tant d'années de résignation. « Avez-vous appris quelque chose ?» demanda Marc, debout à l'entrée. « Potentiellement, répondit prudemment l'inspecteur Vasseur. Le garde a donné accès à une application qui pourrait nous aider à localiser le vaisseau et à confirmer qui est à bord. Notre équipe technique y travaille en ce moment. Et vous pensez vraiment que maman est en vie ?» demanda Aldrich, son jeune visage mêlant confusion et espoir désespéré. « Qu'elle ne nous a pas quittés exprès. C'est ce qu'il semble, dit doucement Étienne. Papa vient de nous parler des factures médicales, de la façon dont maman essayait de trouver de l'argent pour les payer. C'est logique maintenant. Elle a peut-être emprunté à Dubois, n'a pas pu rembourser, et ils l'ont forcée à travailler pour eux. Mais pendant 14 ans, Léa s'y est opposée, bien que son scepticisme habituel ait été affaibli par l'incertitude, sans aucun contact. Ces organisations opèrent en isolant les gens, a expliqué l'inspecteur Vasseur. Elles séparent les familles, utilisent les menaces et la coercition pour garder le contrôle. Si Catherine pensait que vous mettre en contact avec vous vous mettrait en danger, elle aurait pu rester à l'écart pour vous protéger. Daniel saisit la main d'Étienne, les yeux remplis de larmes. « J'aurais dû le savoir, murmure-t-il. Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'elle nous avait abandonnés parce que j'étais brisé, parce que je ne pouvais plus m'occuper de notre famille. Personne ne le savait, papa, le rassura Étienne en serrant la main de son père. Mais nous allons la retrouver maintenant. Nous allons la ramener à la maison. » Le téléphone de l'inspecteur Vasseur sonna, interrompant ce moment d'émotion. Il décroche rapidement et écoute attentivement avant de dire « Nous arrivons tout de suite. » Se tournant vers la famille, il annonce « L'équipe technique a accédé à l'application. Ils veulent que nous nous rendions tous immédiatement dans la salle informatique. Le fauteuil roulant de Daniel est poussé par Marc, tandis qu'Élodie et Léa marchent de part et d'autre de leur père,
protectrice et solidaire. Aldrich resta près d'Étienne, jetant de temps à autre un regard respectueux à son frère aîné. Le laboratoire informatique était une grande salle remplie d'écrans, de serveurs et d'équipements techniques. Le spécialiste qui travaillait sur l'application leur fit signe de s'approcher d'un poste de travail central où un grand écran affichait ce qui semblait être une carte avec un point clignotant se déplaçant lentement sur une étendue de bleu. « C'est l'horizon de l'Est », explique le spécialiste en montrant le point. D'après le traceur GPS, il se trouve à environ 190 km au large et se dirige vers le sud-sud-est. Nous avons déjà transmis ces coordonnées aux gardes-côtes. Pouvez-vous accéder aux caméras de sécurité ? Demande l'inspecteur Vasseur. Le spécialiste acquiesce et tape rapidement. L'application a un accès limité à certains flux de sécurité, principalement dans les zones de travail, plutôt que dans les quartiers privés. Je suis en train de les passer en revue. Le grand écran se divisa en plusieurs écrans plus petits, chacun montrant une zone différente du vaisseau. La plupart montraient des soutes, des couloirs ou des espaces mécaniques, mais quelques-uns montraient ce qui semblait être des salles de travail improvisées où des personnes, principalement des femmes, étaient assises à des tables ou à des terminaux d'ordinateurs. « Arrêtez », dit soudain Étienne en pointant du doigt l'un des flux. « Pouvez-vous agrandir celui-là » Le spécialiste agrandit le flux indiqué pour qu'il remplisse l'écran. Il montrait une pièce où se trouvaient plusieurs femmes assises devant des ordinateurs, le visage à moitié détourné de la caméra pendant qu'elles travaillaient. « Pouvez-vous zoomer sur la femme au fond » demande Étienne, le cœur battant. Au fur et à mesure que l'image s'agrandit et s'améliore, la famille Dubois pousse un cri d'alarme. Bien qu'elle ait 14 ans de plus, que ses cheveux soient maintenant grisonnants et que son visage soit plus mince que dans leurs souvenirs, la femme qui travaillait à l'ordinateur ne pouvait pas être confondue. « Maman », chuchote Élodie, des larmes coulent sur son visage. Daniel tendit une main tremblante vers l'écran, comme s'il essayait de toucher sa femme au-delà des kilomètres qui les séparaient. « Catherine », murmure-t-il à voix basse. L'inspecteur Vasseur a immédiatement pris son téléphone pour transmettre la confirmation aux équipes de garde-côtes qui poursuivaient le navire. Nous avons la confirmation visuelle d'au moins une victime d'enlèvement à bord. Je répète, il s'agit de Catherine Dubois, disparue depuis 14 ans. Procédez avec la plus grande prudence. Il y a plusieurs victimes potentielles à bord. Se tournant vers la famille Dubois, il explique « Les gardes-côtes devraient intercepter le navire. Ils sécuriseront le navire et évacueront toutes les personnes à bord en toute sécurité. Nous devrons garder le silence radio pour éviter d'alerter toute personne à bord du navire qui pourrait surveiller les communications. » « Que faisons-nous maintenant ?» demande Marc, dont le scepticisme s'est complètement dissipé face à la preuve irréfutable que leur mère est en vie. « Nous attendons, » répondit simplement l'inspecteur Vasseur, « et nous nous préparons au retour de votre mère. » Daniel est assis en silence dans son fauteuil roulant. Des larmes glissent de temps en temps sur ses joues, tandis qu'il fixe l'image de sa femme. Élodie et Léa se blottissent l'une contre l'autre, parfois en chuchotant, parfois en se tenant simplement la main en signe de soutien silencieux. Marc arpente la pièce, sa nature pratique cherchant un exutoire dans le mouvement. Aldrich s'assoit alternativement à côté de son père et rejoint Étienne, qui se tient résolument près de l'écran principal, refusant de détourner le regard plus de quelques secondes à la fois. « Je le savais », dit tranquillement Étienne à l'inspecteur Vasseur pendant un moment où il se tenait un peu à l'écart des autres. « Pendant toutes ces années, j'ai su qu'elle ne nous aurait jamais quittés de son plein gré. Vous ne l'avez jamais abandonnée, observa l'inspecteur. Cette fois est rare. C'est elle qui ne nous a jamais abandonnés, le corrigea Étienne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui ait fait, elle a survécu. Pendant 14 ans, elle a survécu. Dans le calme de ce moment, entouré de l'évidence de l'existence de leur mère, Étienne a compris quelque chose de profond sur la nature des liens familiaux. La foi. Ce n'est pas simplement croire sans preuve. C'est s'accrocher à la vérité alors que tout autour de lui suggère le contraire. Pendant 14 ans, sa famille s'est fracturée sous le poids de l'abandon, chaque membre fabriquant sa propre armure contre la douleur. Pourtant, sous cette armure, le lien est resté.
attendant d'être reforgés. Alors qu'il se trouvait au bord du précipice des retrouvailles, Étienne a compris que le courage ne consistait pas à affronter des dangers extérieurs, mais à faire face à la peur de l'espoir lui-même, à la vulnérabilité terrifiante de croire que des choses brisées pouvaient à nouveau être reconstituées. Leur mère avait enduré la captivité pour les protéger. Ils allaient maintenant braver l'inconnu pour la ramener à la maison. Quels que soient les défis qui les attendent sur ce cargo, ils les affronteront ensemble. Non plus comme les fragments d'une famille brisée, mais comme ce qu'ils ont toujours été, sous les cicatrices et le silence, une constellation de vie liée par un fil d'amour incassable que ni le temps ni la distance ne pourraient rompre.